Bonjour et bienvenue sur Écho de Ferme, ton podcast pour comprendre les enjeux que traverse le secteur agricole français et s'interroger sur l'avenir de notre agriculture et de notre assiette. Je suis Sophie Dias et je t'emmène à la découverte de nos fermes, de leurs défis et des modèles agricoles de demain, en donnant la parole à des agriculteurs et des agricultrices passionnés. Installe-toi et bonne écoute. Dans ce 6e épisode de la saison 2, je t'emmène chez Maïté, en Lozère, sur le célèbre plateau de l'Aubrac. C'est à plus de 1000 mètres d'altitude qu'elle élève des vaches de la race Aubrac et qu'elle gère aussi un buron avec une partie restauration et chambre d'hôte. Ses propos transpirent la passion de l'Aubrac et du partage avec les consommateurs. À mon micro, elle revient sur cette race rustique, autonome et maternelle. Une race avec un patrimoine culturel fort sur le plateau, mais surtout une race dite durable, qui répondrait aux enjeux environnementaux. Maïté partage aussi ses difficultés quotidiennes en tant qu'éleveuse et sa vision sur l'avenir de l'agriculture en Lozère, un territoire très rural. Et puis, stop à la controverse, car tu apprendras enfin d'où vient vraiment l'aligot. Bonjour Maïté. Bonjour Sophie. Merci de m'accueillir sur ta ferme, située sur le plateau de l'Aubrac en Lozère. La Lozère, c'est un département très rural avec un paysage sauvage et atypique qui fait que l'élevage y est très adapté. Et ça tombe bien parce que Maïté, tu es éleveuse de vaches de la race Aubrac. Est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Qui es-tu ? Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Maïté Tichet. Je suis née à Nazibinal. Je suis issue d'une famille avec 2 sœurs, des parents qui ont toujours fait de l'élevage, qui ont été paysans en race Aubrac. Moi, j'ai choisi depuis toute petite de rester sur cette ferme que j'ai reprise il y a maintenant un peu plus de 12 ans. D'accord. Voilà, depuis, j'ai 35 ans maintenant. J'ai 2 petites filles. Et je ne fais pas que de l'élevage, puisque ça fait maintenant 9 ans qu'avec ma famille, on a reconstruit un buron sur le plateau de l'Aubrac, tout près d'ici, dans lequel j'ai ouvert un commerce avec une auberge. Voilà, on fait restaurant. On a aussi des chambres d'hôtes et un gîte. Donc j'alterne entre ces 2 activités professionnelles. Plusieurs casquettes, on reviendra dessus effectivement. Et à quoi ressemblait ton enfance de fille d'un éleveur lozérien ? Alors, mon enfance dans une famille où j'étais le dernier espoir d'être un garçon, et c'est un beau loupé. Donc, du coup, 3 filles, du coup. On est 3 filles. Moi, je suis la dernière et j'ai toujours beaucoup aimé rester dehors, rester avec les bêtes. J'avais du mal à me canaliser dans une maison. Donc, mon enfance à moi, c'est beaucoup de jeux et d'activités autour des bêtes, à suivre mon père, avec mes sœurs aussi, hein, mais toujours dehors, toujours avec les animaux. Et je pense que c'est ce qui m'a animée le plus et c'est la trame que j'ai toujours gardée dans mon tempérament. C'est pour ça que tu as repris après la ferme de ton père. Oui, c'est ça. C'est un choix que j'ai prononcé assez tôt et finalement j'ai tenu parole dans le sens où ce projet m'a pas quittée. Et du coup, après le collège, je suis partie en lycée agricole à Rodez où j'ai fait un bac et un BTS en élevage. Et après tes études, tu as enchaîné directement sur la ferme ? Je suis pas revenue travailler tout de suite sur la ferme après mon BTS. J'avais 20 ans, pas trop envie de continuer à l'école. Je m'ennuyais un peu sur les bancs de classe. Et j'avais trouvé un job assez sympa, près de Rodez, où je travaillais dans un élevage de chevaux de course, des chevaux arabes. Il faut savoir que j'étais cavalière avant. Donc ça m'a permis de renouer avec cette passion aussi. J'aimais beaucoup les chevaux. Et ça m'a permis aussi de rester proche de la ville de Rodez pendant quelques années et continuer à faire notamment du sport collectif parce que j'aimais beaucoup ça. Et c'est quelque chose que j'ai dû quitter en revenant m'installer à Nazibinal parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, la Lozère, c'est quand même un territoire isolé et on est un peu loin de tout. Donc après, je me suis recentrée sur le travail. Est-ce que tu peux présenter ta ferme Maïté et notamment le fait que tu travailles aussi avec la ferme de ton mari qui est aussi éleveur ? Oui, Sophie. Alors, je ne suis pas mariée. Hein. Je dis que c'est mon mari, c'est mon chéri. Ton chéri, effectivement. Oui, donc nous, on a sur la ferme à Soldadier. Donc, je l'ai reprise à mon père. On est resté associés pendant une dizaine d'années. Il est parti à la retraite il y a maintenant tout juste 1 an. Donc, on a à peu près une centaine d'hectares. Tout en prairie naturelle. La totalité de la ferme est à plus de 1050 mètres d'altitude. Donc on n'a vraiment que de la prairie naturelle, on ne fait pas de labour.
Sur cette exploitation, on élève un peu plus de 55 vaches en monde naturel, maintenant en race pure. On a fait du croisement avec la race charolaise pour vendre du broutard, typique marché italien ou marché du Moyen-Orient. Maintenant, on a un peu plus basculé sur la sélection et notamment, on est en race pure depuis maintenant un peu plus de 3 ans. D'accord. Donc on est sur la race Aubrac. Alors pour rappeler un peu aux auditeurs à quoi elle ressemble, c'est une vache un peu petite, trapue, qui a une robe beige, des cornes en forme de lyre, et elles ont surtout des merveilleux yeux avec un petit coup d'eyeliner. Moi j'aime bien le dire comme ça. Je trouve que c'est les plus belles personnellement. Mais voilà, pour resituer à quoi ressemble à peu près une Aubrac, peut-être que tu peux compléter parce que toi tu as ton regard d'éleveuse. Alors oui Sophie, l'image que tu as décrite, elle est efficace. Elle est honnête. Une race petite, j'aurais dit une race robuste. Oui, plutôt, voilà. effectivement. Trapu est tout à fait le terme qui peut lui correspondre. On cherche à garder des vaches sur des bons aplombs, parce que c'est une vache qui doit marcher en montagne. La majorité des éleveurs qui ont choisi cette race-là, en fait, ont des parcours parfois difficiles à mettre en valeur. Des parcours avec du fourrage grossier, de la prairie naturelle, haute en altitude. Donc, il faut avoir une petite vache solide, résistante, trapue, qui soit adaptée au terrain finalement. Voilà, qui soit adaptée à son territoire, à sa région. Et on a un œil très attentif sur les qualités maternelles, parce que ça doit être une bonne mère nourrice. Donc ça doit être une vache qui vèle facilement, qui nourrit bien son veau, avec le minimum de compléments, voire 0 complément, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la présentation, on ne fait pas de labour. Donc typiquement dans ma ferme, on n'a pas de céréales. Donc il faut que les vaches se suffisent d'herbe l'été et de foin l'hiver. Donc plutôt une race rustique. Et tu disais tout à l'heure que vous étiez spécialisé sur la sélection. Pour dire que c'est une Aubrac, est-ce qu'il y a des critères qui sont nécessaires en termes de génétique ou de généalogie? Alors, pour qu'une vache aujourd'hui soit inscriptible et soit vraiment reconnue comme une vache qui respecte les standards de la race Aubrac, vous en avez parlé, il y a la robe. Donc, vous disiez beige, ça peut aller d'un poil de lièvre à un marron clair, marron foncé. On peut tolérer un peu de noir sur certaines vaches, sur la tête, l'encolure, même si c'est pas quelque chose de dominant. Vous allez parler des cornes. Donc effectivement, des cornes en lyre si possible. En tout cas, pas des cornes avec basses ou trop hautes. Plutôt des cornes qui vont s'allonger vers une ligne horizontale en vrillant un peu. Une base blanche avec la pointe noire. Les muqueuses noires, donc bien le nez noir, entouré de blanc. Pareil pour l'œil, avec le petit trait de maquillage permanent dont on est toute jalouse. Exactement. Voilà. Pas de taches. Ce sont une race dans laquelle on ne tolère pas de taches blanches ou n'importe. La langue noire. Et voilà, après on va faire attention à des caractères morphologiques qui ne vont pas s'apparenter à des couleurs, mais plutôt à un phénotype. Donc des bons aplombs, une vache bien développée, mais pas avec des grosses carcasses, pas avec des grosses hauteurs de garrot, avec des belles lignes d'eau, des beaux carrés de bassin. Voilà, ça c'est. T'es passionné quand t'en parles en tout cas. Oui, c'est une race passionnante parce que c'est une race très intéressante à élever. C'est une race qui a une belle longévité. Ça, on n'en a pas parlé. C'est-à-dire que les femelles qu'on fait naître aujourd'hui pour notre renouvellement, c'est peut-être des vaches qui seront là présentes dans 15-20 ans. D'ailleurs, il y en a une que tu m'as présentée tout à l'heure et avec laquelle tu es très attachée. C'est l'une des premières en tout cas qui était là lors de ton installation, tu me disais. Oui, c'est ça. Tout à l'heure, on a vu Irlande. Donc Irlande, c'est la génération qui est née sur le premier hiver où je me suis installée, où je suis restée travailler vraiment en mon nom avec mon père, mais aussi en mon nom. Donc c'était cette génération-là. Oui, il en reste encore. Donc elles ont fait un peu de chemin avec moi déjà. Et puis Irlande, en fait, a des filles. Et c'est ce côté-là aussi qui est intéressant dans la sélection. C'est pas que de l'attention sur une bête, sur un individu. C'est le suivi, ce qu'elle va laisser derrière elle sur plusieurs générations. Il y a des vaches qui ont marqué des élevages. Alors, pas chez nous parce que c'est un élevage qui est assez jeune. Mais quand on parle d'étables un peu importants dans la race, on parle de vaches ou de taureaux qui ont disparu depuis déjà peut-être 20 ou 30 ans. Mais ils sont toujours là. Ils ont marqué les esprits. Oui, ils ont marqué la race. Et du coup, on en parle encore, on s'en souvient encore.
Donc tu expliquais à l'instant que vous êtes spécialisé sur la viande, mais pas sur le lait. C'était un choix ? Alors, en race Aubrac, il se fait très peu de lait. En tout cas, il y a une partie qui part en transformation notamment et qui va servir à faire de la lido après. Voilà, exactement. Voilà. On ne trouve plus beaucoup de vaches à la traite en race Aubrac. Ça ne veut pas dire qu'on n'en trouve pas. Plus beaucoup, seulement parce que c'est une vache qui donne son lait difficilement. On a parlé des qualités maternelles tout à l'heure. En fait, c'est une vache qui a envie et besoin d'élever son veau. Et donc, elle se laisse difficilement traire mécaniquement. Elle est dédiée à son petit. Exactement, c'est une vraie mère poule, une nourrice. C'est une vraie vache allaitante, contrairement aux vaches laitières. Voilà, une vache allaitante. Et le terme est important. J'aime pas trop dire c'est une vache à viande. Oui, effectivement, un jour ou l'autre, elle va être réformée, soignée pour la boucherie et partir dans les filières de qualité. Mais avant tout, c'est une mère à veau. Et nous, on va se rémunérer avec la vente de son veau chaque année. Donc c'est vraiment une vache allaitante, elle va allaiter son veau. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on parle de cette race mixte où on fait de la viande. Oui, on vend ses veaux en premier et puis après on valorise lorsque on décide ou lorsque la carrière de la vache est terminée, de préparer sa carcasse pour la boucherie en filière de qualité. Et c'est pour ça que vous êtes centré sur la partie viande finalement, en vente directe. Oui, on est centré sur la partie boucherie viande, en élevage pour le système broutard et comme on l'a dit tout à l'heure, en vache de boucherie dans le label rouge bœuf fermier Aubrac par exemple. Alors tu expliquais en introduction que tu as une autre casquette. Il y a quelques années, vous avez décidé de rénover un buron et donc tu as une partie restauration et hôte également que tu gères toute seule ? Alors, le bureau de Cap Combatut, on l'a reconstruit, on a commencé les travaux en 2014. Il a été ouvert au public pour la partie hébergement en 2015. Ça en est suivi 2 ans pour finir les travaux et démarrer le restaurant. C'est une activité qui nous tenait à cœur, qui nous permet de valoriser les produits qu'on fait sur la ferme. Depuis, on fait un petit élevage de cochons pour faire nos charcuteries. On prépare une dizaine de carcasses pour faire la saison. Et donc, c'est un bel outil de travail et un bel outil de partage où on rencontre les consommateurs pour leur parler aussi dans des moments de partage, comme on connaît là notre métier, partager notre territoire. Et c'était quelque chose d'important pour nous. Je pense que, je vous le disais tout à l'heure, autant j'ai toujours su que je voulais avoir des vaches, autant je pense qu'il m'aurait manqué quelque chose si je n'avais fait que ça. C'est le lien avec le consommateur et le lien humain aussi qui t'attirait ? Oui, peut-être un besoin de partager et un besoin de reconnaissance. On est un métier où on est en termes de pourcentage de moins en moins d'actifs. On est peu représenté à l'échelle de notre pays. Et on a senti rapidement que le lien entre les consommateurs et les agriculteurs s'effaçait, qui se mettait une certaine distance. Et pourtant, le consommateur a affaire à nos produits tous les jours dans son quotidien. Quand je dis nous, j'englobe les agriculteurs et j'englobe toutes les agricultures et toutes les filières. Toute la filière agricole. Exactement, c'est pas que les produits carnés. Moi, j'ai vraiment senti dans leur discours des moments parfois d'incompréhension où en fait ils ne connaissent pas grand-chose de nous et pourtant ils vivent quand même sur le même territoire, dans le même environnement. On a une France qui est de manière générale assez rurale, très agricole. Partout on traverse d'une ville à une autre, on croise des paysages, on croise des cultures, on croise des élevages et finalement le consommateur qui mange tout ça dans son assiette, assez peu comprennent le fonctionnement précis de chaque filière. Voilà, donc ça fait partie, le bureau, ça fait partie d'un outil qui me permet à moi d'expliquer aussi. C'est ta manière aussi de transmettre ta passion pour le milieu agricole et de sensibiliser le consommateur. Oui, tout à fait. Et je pense que quand on a des outils, j'aimerais dire, c'est le travail que vous faites aujourd'hui aussi, Sophie, c'est de générer des outils qui permettent de retisser ce lien et de vraiment venir se rapprocher et puis de partager ça. C'est important. Parce que derrière, le client, c'est le consommateur. Tu peux me tutoyer toujours. Ouais, ça, je sais pas si je vais y arriver. Normalement, c'est assez facile. Vraiment, tu peux me tutoyer sans souci. Ça, c'est le Gobert. Alors, du coup, j'ai une question curieuse. Le buron, il était de ta famille ou tu l'as acheté ? Le buron appartenait à mon oncle, qui est mon parrain. Donc, qui est un petit frère à mon père. Il est agriculteur aussi ici. On a toujours
travailler tous ensemble en famille dans la ferme pour s'aider, pour changer les bêtes, faire les foins, etc. C'est un projet qu'il animait lui personnellement. Bon, déjà parce qu'il en était propriétaire quand même, et parce que dans la famille, on est quand même des passionnés de construction et de pierre. Mon père, Christian, puis un peu toute la famille, on est très attentif au patrimoine architectural de notre région. Et voir ce buron qui était déjà en ruine au moment où il avait acheté la montagne, ça les chagrinait quand même. Donc c'était un peu leur défi, c'était de le remonter, ce buron. Le problème qui s'est posé, c'est que ça nécessite quand même des moyens et que, mis à part d'être rentier, c'était pas facile de le refaire comme il faut sans y créer une activité pour autofinancer ce projet. Et c'est là où finalement j'ai joué ma carte. On s'est associés, mon père, mon oncle et moi, pour remonter les murs. Et derrière, j'ai créé un fonds de commerce pour payer l'investissement et essayer de valoriser mon travail, mon temps, mes produits sur cet espace-là. Donc le buron, pour situer, il s'appelle le buron de Cap-Combatute. Il est près du lac de Saint-Andéol, donc il est sur la partie de l'Aubrac lozérien. Et c'est un endroit très visité parce qu'on est sur la route des lacs, c'est la D52 qui se trouve entre la cascade du Déroc et le col de Bonnecombe. Et les gens ont beaucoup de plaisir à y venir pour les paysages. Ça fait rêver tous ces noms. Oui, c'est exotique. Ouais, c'est vrai que ça fait... ça en dit long pour ceux qui connaissent l'Aubrac. Et puis pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à noter ça sur un petit coin de carnet. Et à venir te voir. Et ça peut être une idée de voyage paisible à toute saison. Parce que l'Aubrac peut se voir à toute saison aussi. Surtout que c'est un territoire chargé d'histoire. Et on parle du buron, mais on va faire une petite parenthèse parce que je pense que tous les auditeurs ne savent pas ce que c'est. Moi-même, il y a quelques années, je ne savais pas du tout de quoi on parlait. Donc des burons, c'est des petites... cabane en pierre, si on peut dire ça comme ça, qui était en tout cas utilisée par des buronniers pour les estives, pour la partie estivale de l'élevage, pour pouvoir stocker le lait, le transformer, faire de la fabrication de fromage et l'affiner notamment. En tout cas, avoir cette partie transformation. C'était plutôt un métier qui était rude. Et après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu toute une période avec la modernisation des outils qui fait que finalement, le métier de buronnier a décliné, si on peut dire ça ainsi. Et donc, on a encore des burons un peu partout sur le paysage lozérien et aussi aveyronais. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est courant et que tout le monde connaît. Donc, je vais juste faire une petite parenthèse pour réexpliquer un peu l'histoire du buron. Si tu as quelque chose à compléter dessus, peut-être ? Oui, Sophie, tu as bien résumé. Je vais apporter quelques détails bien quand sûr. même. Il faut pas oublier les Cantalous. L'Aubrac, donc on a parlé de la Lozère, on a parlé de l'Aveyron, il y a aussi une partie dans le Cantal. Et la tradition des burons était très forte dans ces 3 départements. Donc les burons, effectivement, c'était le lieu où souvent des équipes d'au minimum 3 hommes venaient du 25 mai au 13 octobre traire les vaches dans toutes les conditions météo, matin et soir, pour faire de ce lait du fromage. Et c'était vraiment comme une petite laiterie, une petite fromagerie. Les hommes faisaient ce fromage-là et c'était tout l'or des montagnes. C'était leur seule rémunération, c'était ce fromage-là. Donc cette tradition s'est perdue, on en a parlé tout à l'heure, par rapport à l'évolution du monde agricole, des outils qui ont fait que la mécanisation est arrivée après la Seconde Guerre et que la main-d'œuvre manquait aussi. On parle d'une période d'exode rural où les familles avaient peu de moyens et beaucoup d'hommes et de femmes sont partis vers Paris ou vers d'autres villes pour aller gagner leur vie, tout simplement. Ceux qui sont restés se sont accrochés à cette race. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais il y a aussi aujourd'hui une période d'apogée pour la race Aubrac. Ça n'a pas toujours été le cas. On en parlera, on va en parler de suite de toute façon. On va faire la transition. Mais pour terminer sur les burons, voilà, vraiment un lieu, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un buron, c'est une petite... Alors, vous disiez cabane, j'ai pas envie de dire maison. Voilà, on est dans ça, c'est un habitat qui était dédié à la transformation avec très peu de confort et où les hommes essayaient de transformer... ce lait qui était le précieux or blanc pour gagner leur vie. Tu vas avoir du mal à me tutoyer. Non, je n'y arriverai pas. Ça va pas venir d'ici la fin de l'épisode. Il n'y a pas de souci. Du coup, on va enchaîner directement parce qu'effectivement, là, on parle beaucoup de l'Aubrac, mais ça, comme on a expliqué, la modernisation, l'exode rural, le fait aussi que
le secteur agroalimentaire cherchait des races productives, notamment en termes de, oui, c'est de la compétences spécialisation des laitières. races. Et la spécialisation fait que c'était plus du tout une race qui était mise à l'honneur. Donc il y a eu aussi, dans les années 70-80, tu me corriges si je dis une bêtise, une politique de conservation. Il y a eu notamment aussi une personne très connue dans le secteur, André Valadier, qui a initié en tout cas la conservation de cette filière pour le lait et de cette race. Après, il y a eu les années 90 avec les chefs étoilés qui ont remis un peu au goût du jour cette viande d'exception. Donc, cette race qui a failli un peu disparaître, finalement, elle a été remise au goût du jour. Donc là, aujourd'hui, tu parlais d'apogée. Qu'est-ce que tu voulais ajouter par rapport à ça ? Mais aujourd'hui, on sait que c'est une des races qui a une croissance en termes d'effectifs à l'échelle de notre pays, mais aussi à l'échelle de l'Europe, une des plus importantes. Parce que c'est une race aujourd'hui qui correspond à un enjeu environnemental et agroalimentaire, qui répond à beaucoup de problèmes qu'on puisse connaître sur les territoires. On a des enjeux climatiques qui sont durs déjà, qui vont certainement l'être de plus en plus, avec des périodes de sécheresse, des périodes d'inondation, des périodes où les terrains, les fermes sont mises à mal. Et on a besoin de trouver refuge dans une race qui se démerde. Une race qui soit autonome, qui soit rustique, qui soit moins sensible aux maladies. Et la race Aubrac, en fait, elle répond à ces critères-là. Donc c'est vrai que voilà, c'est pour ça que j'ai me suis permis de prendre le mot apogée. Alors, on n'en est peut-être pas là, mais en tout cas, c'est une race qui est en croissance et c'est une race qui se défend énormément. C'était pas le cas il y a un peu plus de 60 ans, où heureusement qu'il y a eu des gens comme vous avez cité, par exemple André Valadier, qui lui a cru à la filière lait, qui aujourd'hui a quand même permis de sauver un fromage et de sauver des plats emblématiques comme la Ligo, le rétortia qu'on fait dans les bureaux notamment. Un fromage qui est sous signe officiel de qualité, avec un cahier des charges très précis et un niveau de valorisation du lait chez les exploitants qui est très intéressant, qui, dans mes souvenirs, était le deuxième dans le palmarès en France, donc le deuxième lait le plus payé aux éleveurs. C'est quand même une fierté. Je pense qu'on est, même à l'heure actuelle, on n'est plus très loin du compte, donc c'est très bien. Et puis après, il y a des gens qui ont cru en la race Aubrac, et ceux-là, il faut aussi en parler, parce qu'ils ont gardé la spécificité de cette race, qui était vraiment une vache rustique, autonome, maternelle, et ces qualités-là, on en a besoin aujourd'hui. C'est une race qui a pas connu de croisement. Après, c'est une espèce de toute façon qui a une notoriété nationale, voire même internationale maintenant, et qui effectivement, c'est un type d'élevage qui est reconnu comme un élevage durable. Notamment, par exemple, tu le dis, le fait qu'elle soit à l'extérieur, qu'elle sache se débrouiller toute seule. Qu'elle soit en pâturage, qu'elle allaite son veau. Voilà. C'est une vache que, voilà, moi les gens me le disent beaucoup quand ils viennent au bureau. C'est quelque chose que j'avais presque oublié tellement c'est dans évident. Oui, c'est une évidence. Mais pour les gens, rien que de voir une vache avec son veau en montagne, manger de l'herbe, boire de l'eau dans une fontaine et avoir un taureau pour l'amour naturel, on s'en étonne. On vient s'en étonner en 2025. Et aujourd'hui, les consommateurs, ils apprécient parce que ça, ils voient que voilà, c'est la nature. Et c'est ce qu'on arrive à leur transmettre dans leur assiette. Donc c'est ce qu'on a. Je pense que c'est ce qu'ils ont envie de manger. Le message est réussi. Tant mieux. Donc du coup, effectivement, il y a cet aspect-là, il y a cet aspect bien-être aussi de l'animal qui est quasiment en semi-liberté toute l'année. Exactement, ça aussi, il y a quand même une part importante dans la vision du consommateur qui connaît peu notre métier. Alors, on a même un mot pour ça, ça s'appelle l'anthropomorphisme. Exact. Et c'est vrai que... C'est très technique, là. C'est un peu technique, mais on peut se renseigner là-dessus. Voilà, c'est qu'attribuer des caractères humains qui nous pensent être les besoins de l'animal, ce n'est pas toujours le cas. En revanche, arriver à voir qu'une vache est apaisée, tranquille en mangeant quelque chose de naturel avec son petit, et comme on l'a dit tout à l'heure, derrière un mâle qui assure la reproduction, on est dans un modèle quand même qui est évident. Voilà, on ne se pose pas de questions, on voit qu'il y a très peu d'interactions humaines. Aujourd'hui, ça rassure les gens. Et c'est pour ça que notre élevage, il répond à ces questions-là. Et il répond depuis, j'ai envie de dire, des générations. On n'a rien inventé. Maïté, elle n'a rien inventé en 2025. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est tout simplement... 2024 encore. Ah, on est en 2024. En tout cas, voilà, on n'a rien inventé. On fait juste que reproduire ce qu'on nous a enseigné et ce que nos ancêtres ont fait avant nous sur nos fermes. Et au-delà de ça, c'est aussi un élevage qui, du coup, tu disais, il n'y a pas de labour, donc ça préserve le paysage. Surtout qu'ici, en Lozère, on est sur un paysage qui peut être un peu des tourbières, un paysage assez humide, donc ce sont des puits de carbone. Donc par rapport au réchauffement climatique que tu citais tout à l'heure aussi, c'est un modèle qui peut être bénéfique.
Alors oui, la préservation des zones humides, c'est un enjeu aujourd'hui. Après, je vais pas trop m'arpenter sur ce terrain-là. C'est pas trop ma tasse de thé. Et j'ai envie de dire, des fois, j'aime pas trop qu'on stigmatise, notamment la Lozère, où tout d'un coup, on doit devenir presque un parc ultra préservé où tout est beau, tout est joli. On a besoin d'évoluer, et je trouve que ce que vous dites, c'est juste, mais à condition qu'on le réfléchisse à l'échelle d'un pays ou de l'Europe aujourd'hui, quoi. Il n'y a pas qu'en Lozère qu'on doit mettre une rubalise autour des zones humides en disant attention, là il se passe quelque chose de formidable. Non, je pense qu'on devrait faire plutôt attention à ce qu'on ne fait pas très bien ailleurs et laisser les choses se dérouler chez nous. Voilà. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais parfois j'ai un peu l'impression. Enfin, j'ai pas envie que l'élevage et l'agriculture en Lozère ou en zone de montagne, on vienne toujours aussi nous chercher des poils aux œufs sur ce qui est bien et pas bien. Moi, chez moi, je laboure pas. À 30 km d'ici, ils se labourent. C'est pas une mauvaise chose non plus. Vous voyez, ils en ont besoin parce qu'ils n'ont pas les mêmes terres que moi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, oui, il y a une adaptation du terrain à prendre en compte. Ce qui est valable chez moi et vraiment sur le haut plateau, déjà dans les contreforts, on n'a pas tout à fait la même agriculture. C'est pas pour autant qu'elle est moins belle ou plus mauvaise. Mais c'est la complexité de l'agriculture. C'est vu que les paysages sont différents, la façon de travailler l'est tout autant. Et du coup, c'est parfois compliqué de mettre tout le monde dans le même panier parce que c'est pas représentatif de la réalité. Exactement. Vous voyez, alors je sais pas si on va parler de ça aujourd'hui parce que c'est un grand débat, mais le débat de l'énergie aujourd'hui, il est important. On a tous besoin d'énergie aujourd'hui parce qu'on rentre dans des maisons où il faut de l'électricité, il faut de l'énergie fossile pour se déplacer, etc. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de territoires complètement agricoles qui sont dédiés à la production d'énergie. Moi, des fois, ça me pose un peu problème. Parce que c'était des surfaces agricoles qui étaient dédiées à l'alimentation, humaine ou animale. Alors, où c'est qu'on place le curseur? Qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui? On va me dire, tout est important. Oui, mais il faut quand même qu'il y ait de la raison un peu dans tout ça. Qu'il y ait une certaine logique pour toi, tu veux dire? Oui, quand on commence à lire des rubriques où on plante des milliers d'hectares pour approvisionner des méthaniseurs, ça me pose problème. Quand on commence à poser du panneau solaire au sol sur des surfaces agricoles et qu'on nous ferait croire que les brebis vont aller pâturer dessous, qu'on va faire du maraîchage, etc. C'est pas ta vision de l'élevage, en tout cas. Non, puis c'est pas ma vision de la gestion du territoire, surtout aussi. Après, je suis pas spécialiste du domaine, je vais m'en tenir à mon élevage et ce sera peut-être bien, mais il faut quand même s'éveiller sur ces sujets-là. Oui, mais après, je te rejoins sur ce débat-là, qui est quand même un débat d'actualité. On parle même maintenant d'énergiculteurs pour ceux qui font de la production d'énergie, pour des méthaniseurs, pour ce que tu veux. Mais on parle du terme énergiculteur qui revient un peu à la mode. Donc, c'est encore anecdotique, l'utilisation, mais on commence à l'entendre, ce propos-là, en tout cas. Je comprends, ouais. Du coup, on parle d'un paysage assez humide, tu en parlais à l'instant. Toi, ici, tu fais pas de transhumance, étant donné que tu es déjà sur le plateau en altitude, dans la partie avéronaise, sur le plateau de l'Aubrac. Alors, juste pour resituer, effectivement, le plateau de l'Aubrac, c'est 3 départements. C'est la Lozère, le Cantal et l'Aveyron. Et donc, effectivement, le paysage est différent. Donc, ici, il n'y a pas forcément de transhumance, parce que, comme t'expliquais, tu es déjà en altitude. Mais par exemple, en Aveyron, on va avoir cette coutume et cette tradition de la transhumance. En termes de gestion des effluents d'élevage, par rapport à toi, le fait que tes animaux soient déjà directement sur le plateau, est-ce qu'il y a une problématique par rapport à ça, ou est-ce que la gestion, elle se fait naturellement? La gestion se fait assez naturellement parce que, si vous voulez, quand je dis que toute la ferme est à plus de 1100 mètres d'altitude, il y a les prairies de fauche aussi. Donc il y a toute la partie de pâturage dont on vient de parler, les estives en montagne ou pas, mais il y a aussi toutes les prairies de fauche puisqu'on est autonome en fourrage sec, ce qui fait qu'en fait les effluents sont épandus, donc les fumiers, les lisiers qui sont produits sur la ferme sont épandus sur les prairies de fauche, ce qui nous permet de fertiliser ces prairies-là et d'obtenir des rendements honnêtes et de rester autonome. Et ça, le mot autonomie, je l'ai répété plusieurs fois, j'insiste un peu, parce que c'est aujourd'hui celui qui nous permet d'être libre et d'essayer de ne pas trop dépenser,
notre argent parce qu'on a parlé de plein de belles choses, mais les trésoreries ne sont pas faciles dans les fermes, et notamment même dans des exploitations comme la nôtre qui ont un beau vécu, qui connaissent pas forcément de grandes difficultés. Il faut être très vigilant parce qu'aujourd'hui, c'est des entreprises qu'il faut mener à pas de loup. Et voilà, bien gérer ces effluents d'élevage, c'est possible. Nous, on le fait très bien sur les prairies de fauche et un peu de pâture également. Je pense qu'au niveau de l'Aubrac Aveyronais, ça doit bien se passer aussi. C'est sûr qu'ils délocalisent une partie de leur cheptel en montagne une partie de l'année, mais ça veut dire qu'en fait, les effluents sont répartis de manière naturelle sur les montagnes pendant le pâturage. Ils ne sont pas surproduits d'un côté pour être effacés de l'autre. Je pense que la balance doit être pas trop mal. Ici, on est sur le plateau d'Aubrac, qui est un parc naturel régional. Quels sont les avantages et les contraintes pour toi ? Je ne ressens pas forcément de contraintes. Au contraire, il y a de beaux outils de communication qui sont développés grâce au parc naturel régional. Un regard extérieur aussi posé sur notre travail, mais pas que, sur l'organisation des villages, le milieu associatif, etc. Donc le parc naturel permet d'homogénéiser aussi les moyens, parce que c'était pas facile. L'Aubrac, il était sur 3 départements, 3 anciennes régions, qui chacune tiraient la couverture un peu vers elle. Et puis le PNR, voilà, ça a permis d'avoir une instance administrative qui permet de gérer toute cette communication-là, et c'est très bien. Après, des points positifs, ça ne m'a pas changé la vie, mais on a un regard du consommateur peut-être plus subtil aussi. Tout ça, il le ressent. Quand les gens viennent visiter l'Aubrac, ils ressentent cette cohérence, cette beauté, cette façon très nature, très préservée. Donc, tout le monde y est pour quelque chose. La Lozère est le territoire avec le moins d'habitants en France. Comment toi, tu vois l'avenir de l'agriculture en Lozère ? L'agriculture lozérienne est très familiale. Il faut qu'on apporte de l'attention à la jeunesse pour continuer à faire perdurer ces traditions et arriver à faire en sorte que ces exploitations puissent durer sur le même modèle. Parce qu'il y a un enjeu sociétal aussi. Les gens ont besoin de temps libre aujourd'hui. Dans les fermes, on n'en a pas beaucoup. Les exploitations fonctionnent avec des gens qui sont passionnés. Donc je pense qu'il faut vraiment porter de l'attention à la jeunesse dans les lycées agricoles. Pour vraiment mettre en avant ce métier, il faut qu'ils en soient fiers. Pour moi, le modèle familial sera celui qui marchera le mieux et le plus longtemps. Donc modèle familial, la passion, et puis des filières pour valoriser le produit finalement. Oui, il faut tenir les prix pour que le niveau de vie sur les fermes soit cohérent avec le temps passé et la passion donnée. On a beau être le plus passionné, le meilleur éleveur, si on n'en vit pas, on va forcément à un moment donné être découragé et on va manquer de moyens pour entretenir notre structure. Donc les filières de qualité, elles ont un rôle énorme à jouer pour tenir les prix dans la durée, dans le temps, et que les gens puissent investir et s'engager dans ce métier sans trembler à chaque fin de bilan comptable. Bien sûr. Et aujourd'hui, c'est quoi ta plus grande difficulté en tant qu'éleveuse ? En tant qu'éleveuse aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est... comment je pourrais dire ? Même sur des structures qui sont correctes, convenables, d'avoir toujours un peu cette incertitude sur la trésorerie, sur le niveau d'investissement qu'on nous demande, sur le niveau de contrôle aussi, qui est un peu difficile à accepter, à gérer. On parle de simplification administrative, on ne l'a pas trop vu encore sur le terrain, même pas du tout. Moi, c'est des problèmes qui me posent. On a un métier où on nous demande beaucoup de paperasse, et ça devient chiant. On doit souvent se justifier de nos actes. Voilà, on parlait des effluents d'élevage, on parle des déplacements des animaux, il faut que tout le monde sache ce qu'on fait tout le temps. Mais on s'adresse les 3 quarts du temps à des gens qui ne sont pas très bien formés, ou en tout cas, ces informations, elles partent où, elles font quoi ? Qu'est-ce qu'ils en font à Bruxelles de tout ça ? Je suis pas sûre que c'est beaucoup de temps et de soucis pour nous, alors que je suis pas sûre qu'il y a un grand intérêt derrière et qu'il y a qu'il y a un niveau d'observation à la hauteur de nos territoires. Je suis pas certaine. Ça me dérange. Et ça me pose problème parce que c'est beaucoup de temps passé. Et après, l'incertitude sur le climat aussi fait qu'on s'interroge aujourd'hui, ce qu'on est capable de faire aujourd'hui et ce qu'on sera capable de faire demain. Par rapport à quoi exactement sur la partie climat ?
La partie climat, notamment chez nous, ce qui nous a pénalisé sur ces 10 dernières années, c'est des sécheresses à répétition qui font qu'on a des baisses de stockage et que quand il faut acheter de la marchandise pour nourrir les bêtes, ça vous met à mal en termes de trésorerie et que parfois ça vous assoit pendant quelques années. Donc ça, c'est quand même difficile de se dire qu'en un été, en quelques mois, vous pouvez devoir débourser des milliers d'euros pour nourrir vos bêtes. Vous ne vendrez pas les vaches plus chères, ni les veaux, et que cette capacité, cette réserve d'autofinancement ou de salaire que vous étiez pensé octroyer pour avoir des projets personnels, elle disparaît parce que le soleil a trop brillé, quoi. C'est quand même compliqué. L'anticipation, elle est compliquée à avoir pour toi. Oui, elle est pas facile à avoir. Et puis, on a fait une très bonne année cette année. Qu'est-ce que sera 2025 on ne sait pas. Des fois aussi, cette façon, on dit que l'agriculteur se plaint tout le temps. Je ne suis pas sûre. Par contre, on se réjouit pas souvent. Parce qu'on a tendance à se dire, oui, là, c'est bien, mais qu'est-ce qui va nous attendre derrière ? Il faut essayer d'en garder sous le pied. Je vois tout à fait. Bon, j'avais une question piège à te poser, mais je pense que même les auditeurs auront la réponse. Parce que j'entends beaucoup parler de l'aligot. Alors, c'est de la Lozère, c'est de l'Aveyron ou c'est du Cantal ? C'est les 3 évêques qui ont inventé l'aligot. Voilà. Il y en avait un de chaque département que vous avez cité, m'a-t-on dit, parce que je n'étais pas là à cette époque. On n'était pas là à l'époque. On n'était pas là, ouais. C'est les écrits qui nous restent, nous parlent de cette rencontre où effectivement 3 évêques, l'un de chaque département, ont cherché à se restaurer pour festoyer de leur rencontre et ont inventé ce plat qui a certainement évolué depuis. Alors, je ne serai pas de ceux qui disent qu'il appartient plus aux Lozériens qu'aux Aveyronnais. Moi, vous savez, je suis née sur le plateau. Un père lozérien, une ferme en Lozère, une mère aveyronnaise, un circuit scolaire en Aveyron. Et puis, je suis née dans le Cantal, mes filles aussi. Donc, je suis du plateau de l'Aubrac, tout simplement, en fait. On est des montagnols. Et j'ai envie de dire, l'aligot, il appartient aux gens de l'Aubrac. Enfin, il appartient. Il est né sur l'Aubrac, tout simplement. Il n'y a pas d'histoire de département. Il n'y a pas de frontière sur le plateau. Je ne crois pas. J'ai une toute dernière question pour toi, Maïté. Si tu avais un seul message à laisser aux personnes qui nous écoutent, quel écho veux-tu leur envoyer ? Pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, j'aimerais leur dire que autour de vous, il y a toujours de l'agriculture parce qu'il y a de la nature, qu'il faut s'éveiller à tout cela, faire preuve de dialogue, de compréhension, ne pas aller systématiquement dans le conflit, de qui fait mieux quoi. Et puis le plus important, c'est qu'ils essayent de mieux consommer, de bien consommer. C'est ce qui sauvera la belle agriculture française. C'est par vos choix d'achat et de consommation que vous allez inculquer à vos enfants aussi, qu'on arrivera à tirer notre épingle du jeu, parce que le tissu rural agricole français est très beau, il est très dense, il est divers. Je pense qu'on peut être un exemple en tant que pays européen. Il faut que les politiques nous défendent, bien sûr, mais il faut que les consommateurs apprennent à essayer de mieux en mieux manger. Je peux comprendre que c'est pas facile, mais ça passe par du partage et du dialogue. Et arrêter d'aller stigmatiser. On est une profession qui est pas facile à exercer. Il faut pas qu'au premier lever de bâton, on soit jugé en permanence. Sinon, en fait, il va se créer une rupture et il faut pas qu'elle existe, cette rupture. Il n'y a pas de raison. On vit tous dans la même nation et il faut faire preuve de fraternité et de solidarité. C'est plus important plus maintenant encore, je pense. Merci Maïté pour ta disponibilité, le temps que tu m'as dédié, cet échange. Même si tu ne m'as pas tutoyé, je ne t'en tiens pas rigueur. Et pour ma part, je te dis à très bientôt. Merci beaucoup Sophie. C'était une très belle rencontre. On a passé un beau moment sous le soleil sur l'Aubrac et c'était un beau moment de partage. Merci pour ton écoute. J'espère que tu auras trouvé de la valeur dans cet épisode et matière à réflexion pour ton prochain débat à table. Un immense merci pour ton écoute. N'oublie pas de me laisser un avis et de partager mon podcast pour me soutenir. Je compte sur toi et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode sur Écho de ferme.